Qu'est-ce qui nous pousse vraiment à analyser notre pratique professionnelle, hein? Au-delà des bilans annuels ou des réunions obligatoires, qu'est-ce qui, au fond, déclenche ce besoin de prendre du recul? On a tous, à un moment ou à un autre, ces moments de réflexion. Mais quels sont les véritables moteurs derrière tout ça? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Tout commence souvent par cette question en fait. Pensez-y une seconde. Une journée particulièrement compliquée ou au contraire une réussite totalement inattendue. Et là, paf, le besoin de se poser et de comprendre surgit. Mais pourquoi à ce moment-là, précisément? Qu'est-ce qui allume vraiment cette mèche? Eh bien, le premier facteur, c'est justement ça, l'étincelle. Presque toujours, tout part d'un événement qui sort de l'ordinaire, une situation qui nous marque profondément et qui, allume la flamme de la réflexion. Attention, ce n'est pas un processus anodin, hein. Il faut une véritable secousse, un petit électrochoc, un moment qui vient briser la routine, qui a un fort impact émotionnel et qui, au fond, nous déstabilise. C'est précisément ce sentiment de déséquilibre qui nous force à nous arrêter et à réfléchir. Et ce sentiment, cet inconfort, il porte un nom. C'est la dissonance cognitive. C'est ça le véritable moteur de la réflexion. Quand ce qu'on fait entre en conflit avec ce qu'on croit, l'inconfort mental est tel qu'il nous oblige à chercher des réponses, à essayer de rétablir un équilibre. C'est cette tension qui nous met activement en quête de sens. Ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas que les échecs qui nous font réfléchir. On pense souvent aux moments négatifs, bien sûr, ce sentiment de ne pas y arriver, l'incertitude face à une situation complexe. Mais l'inverse est aussi vrai, même si, c'est vrai, c'est un peu plus rare. Analyser une réussite, comprendre point par point pourquoi ça a fonctionné, c'est une démarche d'analyse qui est tout aussi riche et tout aussi puissante. Bon, l'étincelle d'une situation marquante, c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi, en quelque sorte, être personnellement équipé pour y réagir. Alors, passons maintenant à ce qu'on pourrait appeler la boîte à outils interne, c'est-à-dire les facteurs individuels. C'est un véritable équipement mental qui repose sur 4 piliers. D'abord, une curiosité, une vraie envie de comprendre les choses sous un autre angle. Ensuite, il y a la résilience, cette capacité à faire face aux difficultés sans baisser les bras. Vient après l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire être capable de recevoir un retour, une critique, sans se braquer. Et enfin, tout ça est lié par une mentalité d'apprentissage continu, l'envie de toujours progresser. Avoir la bonne boîte à outils, c'est bien. Mais si l'environnement de travail n'est pas propice, elle risque de rester bien fermée au fond du sac. Le contexte est absolument déterminant pour que la réflexion puisse vraiment s'épanouir. Pour que ça marche, plusieurs conditions doivent être réunies. L'autonomie du professionnel, évidemment, le temps, et alors là, on touche souvent au principal obstacle, il faut des moments qui soient officiellement dédiés à ça. Cette analyse, elle doit aussi être intégrée dans les formations, dans les projets. Et bien sûr, la qualité des échanges entre collègues et le soutien de l'équipe sont tout simplement fondamentaux. Et cette citation, elle résume peut-être l'élément le plus important de tous. C'est la pierre angulaire de tout le processus. Il faut un climat de sécurité affective et de reconnaissance mutuelle. Sans cette confiance, sans cette sécurité psychologique où l'on se sent écouté, respecté, reconnu, toute réflexion honnête et profonde est en fait tout simplement impossible. Alors, comment on fait pour construire tout ça concrètement? Parce que, soyons clairs, ça n'arrive pas par magie. C'est un véritable projet, une démarche intentionnelle qu'il faut bâtir pas à pas. Et voilà le point crucial. Une analyse de pratique efficace, ça ne peut pas reposer sur les épaules d'une seule personne motivée. C'est une illusion de croire ça. Pour que ça fonctionne sur le long terme, ça doit être une démarche collective, voulue et soutenue par toute l'organisation. Concrètement, la mise en place se fait en 3 grandes étapes. Premièrement, il faut en faire un véritable projet d'établissement, un objectif officiel. Deuxièmement, il faut former tout le monde, aussi bien celles et ceux qui animent ces temps d'échange que celles et ceux qui y participent. Et troisièmement, point essentiel, il faut l'intégrer systématiquement à l'organisation du travail. Ça ne doit pas être un bonus qu'on fait quand on a le temps, mais bien une partie intégrante du métier. Allez, pour finir, une petite question. Imaginez un instant, si ce temps de recul, ce temps d'analyse, n'était plus une exception qu'on arrache au quotidien, mais une routine, une partie normale, attendue de la journée de travail. Quel impact est-ce que ça aurait à votre avis? Pas seulement sur nos compétences, mais aussi sur notre bien-être au travail. La question reste ouverte.